l'heure de l'apéro cigare, c'est l'heure de l'apéro cigare, c'est l'heure de l'apéro cigare. C'est l'heure de l'apéro cigare avec toi, Mebarek, ou Samy, ou l'un ou l'autre. Comme tu veux. Jeffrey Hull, Jeff! je suis content de te voir. Moi aussi. C'est le moment de la semaine que je préfère. Ah ouais, ben, je suis choyé d'être avec le moment que tu préfères le plus, puis d'en faire partie. Yes, Je le préfère aussi, je te le cacherai pas. Et j'espère que vous aussi, ceux qui nous écoutent, c'est-à-dire notre famille, nos amis, ils le préfèrent aussi. Cette semaine, on a un gros apéro. Mais en fait, je vais te poser cette question-là, Samy, parce que, bon, on est écouté en Algérie, en Italie, on est worldwide. On Canada, États-Unis, est all over the globe. Mais mettons là. que quelqu'un n'a jamais écouté Apéro, puis là, il tombe sur nous autres par hasard. Ouais. Ce serait quoi, Apéro Cigare? Apéro Cigare, c'est un show. On se veut talk show. Oui. De politique, Oui. socio-culturel, sans prétention, mais là pour vous amuser, mais surtout vous informer. C'est très bien dit. Puis parlant de... C'est bon, ça. Ah! Je frémis. Je frémis. Frémissons. Parlant de frémirer, ou Oui. frémir, ou fréminer, il y a cette petite boisson-là qui est bien bonne. Oui. Samy, qu'est-ce qu'on boit cette semaine? Cette semaine, on boit une boisson qui s'appelle le Bourgeon. C'est une liqueur de gin et d'érable. Faites au Québec. Faite au Québec, brassée à Trois-Rivières, quelque chose comme ça. Oui, Bassat Trois-Rivières. Puis est-ce que tu peux nous donner des... Qu'est-ce que c'est? Autre que, ok, gin érable, ok, mais c'est quoi? Ben, en fait, c'est de l'eau d'érable. C'est pas... je suis pas un grand connaisseur d'alcool en général, mais j'aime essayer différentes sortes. Puis d'essayer de vraiment comparer, puis d'essayer de voir ce que je ressens avec ça. Puis ça, je trouve ça intéressant parce que, comme on en parlait aussi avant l'émission, il y a des trucs plus sirupeux, plus épais, vraiment comme un sirop. Ça, c'est vraiment un alcool beaucoup plus liquide, beaucoup plus fluide. Et il y a... C'est pas sucré, c'est de l'eau d'érable. C'est pas un sirop d'érable. Non, C'est puis pas du sirop d'érable. L'érable est là, mais c'est pas comme... C'est pas une cuillerée d'érable que tu t'envoies, là. C'est très, très... C'est subtil. ça. Très subtil. Il y a un arrière-goût d'érable, mais effectivement, il y a un petit goût sucré, mais sans nécessairement que ce soit agressif. Exact. Donc, j'aime beaucoup ça. Donc, Bourgeon, je Bois vous- Basso. ton score là-dessus, ça serait combien? Honnêtement, un bon 7, je te jure. J'aime ça. J'aime ça. Ouais. L'érable, je suis friand. 7, c'est un bon chiffre, je pense. Ouais. Fait que, on vient de parler de ce qu'on buvait en avant dans notre amuse-gueule. Toujours. En termes d'amuse-gueule, Jeff. Oui, parce qu'il faut manger aussi. Là. Moi, là aussi, on Ah, veut croquant. Ben, Qu'est-ce que t'as pour nous? cette semaine, il y a quelque chose qui m'a marqué. On parle depuis 2 semaines. Ceux qui ne nous ont pas encore suivis dans les derniers épisodes, je vous conseille d'aller les revoir parce qu'on parlait beaucoup de vedettes instantanées, de réseaux sociaux, du fait à quel point les choses vont vraiment vite aujourd'hui. Puis ça va dans la même lignée, en fait, ce que j'ai trouvé cette semaine. C'est une vidéo qui est hyper anodin, là, tu sais. C'est une jeune de 19 ans en fait, qui vient du Cachemire. C'est la région entre le Pakistan et l'Inde. Ouais. Et, cette région-là, on le sait, est disputée, séparée entre l'Inde et le Pakistan, mais les deux pays veulent avoir, en fait, le contrôle sur la région et la région, elle, veut être autonome. Exact. Donc, il y a beaucoup de conflits. Et cette personne-là de 19 ans, en fait, qui voulait montrer que en fait on doit être fier, moi c'est ma région, c'est mes gens, a fait une vidéo où elle fait justement this is je me rappelle pas les mots. Elle dit quelque chose This comme is- This is me, this is my people, and this is my car, we party. Mais c'est là où au lieu de dire we party, elle a dit we party. We party. Elle essaie de faire un petit clin d'œil aux anglophones qui vont lui dire party, ils disent Voilà. party. C'est un peu très texan en plus comme façon de parler, j'ai l'impression Penses-tu? de mâcher ces mots, non? Mais party, c'est un peu l'accent avec l'accent un peu de l'Inde ou Asie centrale. Ok. Et ça a été repris, ça a été vu des millions de fois. Non. Ça a été repris par énormément de publicités de gens qui font comme Purry. C'est devenu une sensation en Inde, au J'ai Pakistan. même vu que des boîtes de relations publiques là-bas en Inde ont comme basé leur publicité de produits sur ce slogan-là. Parce Tout à fait. ils savent que ce qui devient viral comme ça sur Internet, c'est très très vendeur. Là. Tout à Ça fait. fait penser à... Je sais pas pourquoi je viens de penser à ça. C'est
sais là, en 2012 environ, tu sais l'affaire de Tequila, Heineken, Pas le temps de niaiser. Ou le gars on lui demandait de dire bonne fête Kevin, ces affaires-là. Ah ouais, Kevin, est-ce que continue comme ça? D'ailleurs, savais-tu que ce garçon-là, fun fact sur ce dude-là, Oui. Vidéotron l'a contacté pour aller faire Ah ouais, Kevin, continue comme ça, durant une game de l'Impact. Ah T'sais? ouais. Puis les gens ont reconnu ça comme ça. Donc, imagine si Ah ouais, Kevin, à une petite échelle comme le Québec fonctionne, imagine comment Mobin, la jeune fille de 19 ans, Ouais. elle est devenue une vedette du jour Mais au écoute, lendemain. on sentait qu'il y a du monde en Inde, là. Et au Pakistan. Oh, fait des millions de fois, là. Nobody est devenu, en un clin d'œil, la sensation virale de l'Inde et du Pakistan pour juste faire comme This is us, this is my party. Mais le bon côté de ça, Mebawiki, ou Mebarek, parce qu'il y a des gens qui te demandent pourquoi Mebawiki, ben c'est parce que tu connais tout. Arrête. Tu connais tout. Je t'ai dit tantôt, c'était sans prétention tout ça. Ouais, mais tu connais tout. Mais pourquoi, en fait, aussi, c'est intéressant ce cas-là, c'est que, je te disais tantôt, les divisions politiques et tout administratives avec le Cachemire, mais ça a été un élément... Cet antagonisme-là entre l'Inde et le Pakistan, ça fait pas... Je trouve intéressant dans cette vidéo-là, c'est le fait que, justement, elle vient comme rappeler à la sphère du web ou ben à l'international que le Cachemire se résume pas à ça, l'antagonisme Inde-Pakistan, puis zone, comme tu viens de dire, c'est ultra effervescent, il y a plein de trucs qui se passent là-bas, politiquement, blablabla. Comment une simple vidéo comme ça vient... Un peu innocente aussi, là, oui. Un peu sans... Il y avait un fond derrière, mais je pense qu'elle avait une certaine forme de naïveté en disant « je fais une vidéo », hein, puis comme... Une story, là. Ah ouais, puis ça a vraiment touché, parce que ça a touché des deux côtés, puis ça a vraiment montré, en fait, à quel point tout est plus simple que juste essayer de se battre pour un territoire. Donc, il y avait un deuxième niveau aussi, je pense, à cette vidéo-là. Il y avait beaucoup de niveaux à sa vidéo sans même qu'elle le veuille, tu sais. Je savais pas que ça allait être repris commercialement. D'ailleurs, je me demande si elle se fait une cote là-dessus. Tu penses-tu? Mais, peut-être. Néolibéralisme économique ou pas? Peut-être. Écoute, elle va peut-être devenir la Slumdog Millionaire de l'Inde, tu sais. C'est ça. Mais, fun fact, puisqu'on parle de l'Inde puis du Pakistan, je trouve ça important qu'Apéro Cigare souligne un fait important. Savais-tu que environ le tiers des féminicides qui se passent dans le monde, le féminicide, qui je rappelle à nos auditeurs, c'est des homicides, ça vient du mot homicide et féminin, donc c'est des homicides qui sont... on tue des femmes parce qu'elles sont des femmes, et bref, on y reviendra peut-être pour la définition juste après, mais je voulais te dire qu'en Inde et Pakistan, c'est le tiers des féminicides mondiaux s'y passent là-bas. Puis je trouvais ça vraiment intéressant de voir ça parce que cette semaine, j'ai eu dans les journaux ce qui s'est passé au Québec cette semaine, à Montréal. Il y a eu le meurtre de deux femmes, une mère et sa fille, par le beau-fils de la madame. Puis les médias disent que c'est un féminicide, donc ça serait, selon toute vraisemblance, selon l'enquête qui est faite, qu'on les a tués parce que c'était des femmes, dans le sens que ça provient d'une relation conflictuelle entre un homme et une femme, puis l'homme a tué la femme. Tu sais, le crime passionnel, qu'on ne dit plus vraiment ça, mais ça devient ça. Puis c'est ça, je trouve ça important qu'Apéro Cigare souligne ça, ce fun fact-là, qui est plutôt morbide, certes. Ouais, c'est un peu triste. C'est un peu rough. Ouais. On avait beau prendre la musicale, mais je trouvais ça important. Mais c'est important de le souligner, tu as raison, puis... Avec la COVID, effectivement, le nombre de féminicides a énormément augmenté. C'est vraiment triste. Puis c'est un phénomène qui rejoint en fait toutes les inégalités, puis ce qu'on parlait justement aussi avec le féminisme. Donc, moi j'espère que c'est anodin que ça va descendre ces chiffres-là parce que ça n'a pas le choix. Ça n'a pas le choix, c'est inquiétant. Faites l'amour, pas la guerre. Mais faites l'amour sans oui, c'est non aussi. Là. Mais faites pas la... Comment? Prends-toi un petit verre d'apéro. C'est ça. Puis juste chill. C'est ça. Comme, écoute apéro. Pense pas à ça. Non, c'est important d'y penser. Le fait, c'est important d'en être conscient. Oui. Puis de pas l'aborder sous l'angle de... Tu sais, mettons, là, tout le monde en parle quand Hubert Lenoir est arrivé, oui. puis il essaie de parler un peu de suicide, puis c'est... Là, il y a un malaise. Pas de ça, non. Les affaires qu'il faut qu'on adresse, puis il faut l'adresser. C'est important de savoir ce qu'est un féminicide. Juste de savoir ce que ça existe, c'est bon, tu sais. Fait que si on vous donne juste l'envie d'aller googler ce que c'est, parce que
on va pas développer ça là-dessus parce qu'on a des apéros qui nous attendent, Oui. mais il y a des définitions à ce que c'est. L'ONU en a avancé une définition sur ce que c'est le féminicide, puis ça a comme 7 points. Par exemple, est-ce que ça provient d'une relation conflictuelle? Est-ce que c'est même si c'est un ex ou un conjoint actuel, des affaires comme ça? Donc c'est intéressant de s'informer. Vous allez sur les moteurs de recherche, vous tapez ça, renseignez-vous parce qu'effectivement, c'est un phénomène qu'on doit prendre conscience. Et pour finir sur une petite note un peu plus humoristique avant qu'on passe à... Quand même, c'est j'allais dire mercredi, mais ça sonne mal. Non, c'est pas comme jeudi, tu sais. Ça sonne pas en tout. C'est vraiment pas le même vibe. Ben, ça y est, on change de jour. Ouais. Mais en fait, la COVID a des impacts sur, effectivement, la violence et la dépression, ce qui est extrêmement triste. Ça a aussi des impacts au niveau de la langue. Et en Allemagne, en fait, le COVID-19 a inspiré 1200 nouveaux mots. Attention, je te dis ça. La langue allemande me fascine. Mais Okay? quels sont de nouveaux mots pour Juste du COVID, ouais. parler du COVID? Le COVID, en fait, le fait du COVID, des nouvelles expressions, des nouvelles choses, ils ont créé 1200 nouveaux mots en allemand qui se sont créés juste pour ces phénomènes-là reliés au COVID. Je te prends un exemple. L'anxiété à propos du virus. Coronangst. Je sais pas, je le prononce comme il faut. Oui, parce que j'ai reconnu le corona au début, tu sais, Ouais. pour le coronavirus, I guess. Le fait d'envier ceux qui ont été vaccinés. Fascinant. En allemand, il y a un mot pour dire le fait d'envier ceux qui ont été vaccinés et ça se dit Impfneid. Je sais pas si je le dis comme il faut. Et mon dernier, la personne spécifique que vous rencontrez pour faire des câlins et ça se dit Kuschelkontakt. Répète, ça veut dire quoi? Kuschelkontakt. Non, répète-moi qu'est-ce que ça veut dire en français. La personne spécifique que vous rencontrez pour faire des câlins. Ok, parce que t'es Parce comme que t'as juste une personne. Parce que t'as le droit à une personne de... C'est Kuschelkontakt. Et sinon, le dernier, le mot préféré, Abstenbier. La bière avec des amis en observant une distance de sécurité. Il y a un mot en allemand. Abstenbier. On dirait On dirait abstinence un peu. abstinence et bière. Ce qui fait, je sais pas. Pas de sens. Mais en fait, ça veut dire la bière avec des amis en observant une distance de De 2 sécurité. mètres, ok. Ça, clairement, dans ta vie, le fait qu'il y ait un mot pour désigner ça, ça t'a sauvé au moins 3 secondes de ton temps. Mais sérieusement, j'aimerais ça qu'on reçoive un linguiste ici puis qui Hey, vienne ça nous parler serait de fou, ces hein. langues-là nordiques parce que j'ai déjà entendu parler d'un mot pas allemand, je pense que c'était comme plus finlandais ou suédois, quelque chose du genre, j'ai pas envie de me tromper, fait un pays nordique qui désigne c'est niaiseux, un mot qui désignait, la définition c'est, mettons, être une épave qui se saoule sur son divan en bobette. Ah oui, ça c'est Kunasankorit. Attends, c'est En- Kalsani Konrit. Kalsanikorit en finnois en fait. C'est du finnois. Voilà. Ouais, donc, t'as vraiment des mots qui sont extrêmement pointus. Là. C'est pas vague là, ce que ça veut dire. Là. C'est un homme en bobette qui se saoule sur son fauteuil. En tout cas, c'est... Mais en même temps, dis-toi que, mettons que tu es en bobette sur ton fauteuil puis tu veux boire un verre, tu veux Yeah. pas prononcer une phrase hyper longue, là. Non, I'm just Kalsani Konrit. Kalsanikorit. T'as pas envie de faire comme... Je vais pas bien, nanana. Non, un mot. Puis Un mot. l'autre personne fait comme, alright, Ok, bonne il soirée. file pas. Bonne ou soirée. ben- Fait que bravo aux langues germaniques nordiques parce qu'effectivement, vous créez des mots. Et là, je m'amuse. Mais t'as donné ça le dernier? Ouais, donc. C'est Balkansanger qui veut dire. C'est clair, je le prononce pas comme il faut. Ah, c'est juste pour le fun. Balkansanger qui veut dire le nom de quelqu'un qui chante de son balcon. C'est tellement cool à voir. J'en ai tellement Ben- vu des vidéos de musiciens qui pouvaient plus pratiquer leur métier. Puis tu voyais juste des saxophonistes sur leur balcon qui allaient. qui conviaient toute la rue à l'écouter lui faire un solo. C'est beau quand même, hein? Oui, c'est il y a, comme il y a ça. une pureté, il y a une Ouais, clairement. simplicité de Clairement. dire, regarde, la musique nous rassemble en fait. Fait que, est-ce que tu veux Balkanasgen? Balkanagas? Fait qu'on s'en va vers la petite transition apéro. Oui, donc. Tu nous mets un petit background intéressant, Grand Bawiki, parce qu'on va parler, avant qu'on parle de notre sujet number one, Let's go. je vais te faire une petite transition bien relax, là. Je vais te parler en fait du train du futur. Il y a en France un nouveau TGV
qui a été construit, le TGV M. Et j'ai des fun facts pour toi parce qu'on aime ça, les fun facts. C'est un train qui va être énormément plus écologique parce que, bon, plus aérodynamique, les pièces plus légères. En fait, on parlait avec un ingénieur du TGVM et lui demandait, tu sais, est-ce que ça, c'est le train de l'avenir? Et lui, il disait oui, c'est le train de l'avenir parce que il y a d'autres trains comme le Hyperloop ou les gens qui ne savent pas ce qu'est le Hyperloop, c'est un projet où il y a un gros tube et toi, tu es dans une cabine. Et je te projette dans le tube et ça va hyper vite et ça prend énormément pas d'énergie. Futurama. C'est hyper Futurama. Ouais. Et c'est justement un des projets, je pense, de Elon Musk, en fait. Oui, puis il y a déjà une ville en Europe qui teste ce projet-là, Ouais. en fait. Puis j'ai vu vraiment les prototypes, ces affaires-là, puis c'est vraiment intéressant. En même temps, c'est pas proche non plus parce qu'il y a toute une question de sécurité aussi. Certain, Comment tu fais certain. pour sortir quelqu'un d'un tube, tu sais? Non, mais imagine un accident de ça. Ben, c'est Bref. ça. Continue Donc, sur le train du futur. ben, bref, le TGVM, c'est le train du futur qui, en fait, va continuer d'être un train qui roule avec des roues. Sauf qu'effectivement, là, on va réduire le poids du train. Il va être modulable aussi et beaucoup plus aérodynamique, beaucoup plus profilé. Et l'ingénieur disait justement qu'en fait, c'est pas la vitesse qui va compter. Parce que la vitesse, en fait, plus la vitesse est élevée, plus ça endommage les rails et l'équipement. Donc, on ne pourra pas monter plus cher, plus rapide à l'infini parce qu'au niveau d'un train conventionnel comme on l'a aujourd'hui, ce ne serait pas possible, ce ne serait pas réaliste. Parce qu'il y a aussi une question de marché. On doit avoir, il y a des coûts à tout et on doit être capable d'assurer un service. Mais je trouve ça intéressant parce qu'en fait, finalement, le train du futur, c'est lui qu'on a aujourd'hui, mais juste comme avec des petites améliorations. Il n'y aura pas de révolution selon lui parce que c'est une question de coût. T'sais, même le train magnétique, moi j'ai déjà pris ça en Chine. Il n'y a pas des trains en Chine qui. Le maglev. C'est ça, c'est un aimant. Il vite en fait sur des céramiques ou je sais pas quoi. Ouais, mais ça coûte hyper cher à produire. Ça coûte hyper rien à exploiter. Je pense que c'est comme 10 cents. Tellement ça prend tellement pas de friction que l'électricité coûte rien parce que tu fais juste pousser un peu le train. Puis c'est ça, mais la céramique en soi qui est ultra conductrice, c'est ça qui coûte super cher à produire. Hyper cher. Okay. Donc, il n'y a pas beaucoup de pays qui se le permettent en ce moment. Puis même la Chine, à Shanghai, il y avait justement. C'est sur une portion qui est très, 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 très courte en fait. Tu l'as pris, toi? Je l'ai pris. Quand tu étais allé quand j'étais à Shanghai. À Shanghai. Et c'est magique. Mais tu vois pas la différence. Il n'y a pas de bruit. Non. C'est comme la Tesla du train. Ça fait. Comme. Il y a juste. C'est très fluide. C'est très fluide. Mais en fait, les trains en Chine sont extrêmement fluides, peu importe. Là. Donc, c'est assez impressionnant en fait. Wow. Mais en fait, l'ingénieur disait que le train du futur, c'est le train du présent, mais avec quelques améliorations. Mais c'est intéressant, vous irez voir ça, le TGVM. Vraiment intéressant. Là. C'est très beau, là, le train avec un super profilage. C'est fou de voir à quel point la game du train a toffé, non? Tu sais, depuis la révolution industrielle, là, c'est ça, la révolution industrielle, le Far West, ces affaires-là, les machines à vapeur, puis ces affaires-là, puis ça traîne jusqu'à aujourd'hui. Là, c'est un bon parallèle avec ce qu'on va faire plus tard, mais le train, c'est un moyen qui est hyper intéressant parce que, effectivement, de un, c'est sur le sol, donc tu as juste besoin de construire un rail avec des roues. Puis de deux, ça relie des distances. C'est hyper efficace comme méthode de transport. Tu as des arrêts, je veux dire, Puis c'est aussi la pierre angulaire du projet chinois des nouvelles routes de la soie. Oui. Les rails de chemin de fer. Ils veulent relier toute la Chine, dont la partie de là où il y a les Ouïghours. Là, oui, le Xinjiang. Le Xinjiang, exactement. Jusqu'en Europe. Oui, tout à fait. C'est les nouvelles routes de la soie, mais qui n'est pas juste une seule route. C'est genre vraiment un réseau de routes qui traverse le Kyrgyzstan, puis ces affaires-là, toutes ces places-là, tout le centre asiatique. Et le plus gros constructeur de trains au monde est chinois. Et chinois. Oh, oui, donc faut arrêter de penser qu'en fait les Chinois font juste des jouets à mettre au Toys R Us. Non, là. pas du tout, pas du la tout. Chine produit des téléphones, des trains, la Chine ont des ingénieurs, ils ont des brevets. Ouais. Je veux dire, et la route de la soie, justement, ça sert aussi à exporter justement les technologies comme les trains pour dire, bon, par exemple, moi je suis la Chine, toi tu es le Kazakhstan, tu sais, on fait une entente, tu vas me donner un laissez-passer, finalement, on va avoir une entente économique, mais en même temps, tu vas aussi acheter mes trains parce que, tu es habitué de travailler avec moi. Donc, c'est le deal. Ils exportent aussi, en fait, leur savoir-faire et ils trouvent des partenaires économiques. Donc,
La route de la soie, c'est vraiment, ça va beaucoup plus large que juste, on part sur un train, tu sais. Ouais, non, clairement pas. Mais bref, allez voir ça, TGVM. Ouais. Et ça fait un peu un bon parallèle avec ce qu'on veut parler aujourd'hui. C'est-à-dire construire ou déconstruire. C'est le thème de l'émission. Ouais. On parle souvent aujourd'hui, on a, depuis, je dirais, le rapport Brundtland des années 70 à peu près, on parle d'écologie, on parle d'environnement, le développement durable, tout ce qui est, disons, protéger la nature, écologie, ces mouvements-là sont aujourd'hui beaucoup plus d'actualité, on en entend partout. D'un autre côté, on a le côté économique où, il faut continuer à produire pour faire de l'argent, avoir un niveau de vie qui est de plus en plus élevé, une qualité de vie, un pouvoir d'achat, etc. Donc, on a toujours, cette dualité-là entre l'économie et l'écologie. L'écologie, exactement. Et là, j'avais justement ce... Fun fact, vas-y. avant que tu continues. Vas-y. Savais-tu que l'écologie, je veux dire, étymologiquement, le mot écologie, c'est faire l'économie de l'environnement. C'est l'économie des ressources. C'est écologie. Exactement. C'est la science C'est la science de la gestion des ressources qu'on a, en fait. L'écologie vient de là. Donc, c'est déjà un mix, l'écologie de l'économie de l'environnement. Clairement. Mind-blowing. Boom. Continue, excuse-moi de... Non, mais c'est ça que c'est intéressant parce que cette semaine, il y avait le projet Royal Mount à Montréal. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un énorme projet immobilier où ils vont construire vraiment de tours résidentielles avec des commerces près de l'autoroute 40. Des Caraïbes, le tour ouais, des Caraïbes, c'est une intersection. Ouais. Mais à Montréal, en ce moment, il y a un phénomène, il y a une certaine norme qui s'est créée, c'est le 20-20-20, c'est-à-dire que 20% de logements sociaux, 20% de logements familial, je ne me rappelle plus l'autre 20%. En tout cas, bref, 20-20-20. Donc, oui, mettons, un développeur immobilier veut faire l'argent, comme tous les développeurs immobiliers, mais doit inclure dans sa proposition à la ville des logements sociaux. Des logements sociaux, des logements familiales. Donc, proportionnellement à créer une mixité, en fait, créer une abordabilité aussi pour des personnes à moindre revenu de pouvoir accéder à ces nouveaux quartiers-là, parce que sinon, ça va juste devenir un quartier de riches, puis ça, un quartier de pauvres. On va juste diviser la population, puis c'est pas ce qui est souhaitable. On veut un quartier mix, on veut un quartier qui est vivant, on veut un quartier... Mais le projet Royal Mount, justement, n'inclura pas de logements sociaux. Les responsables du projet disent qu'en fait, juste à côté, il y a un autre projet qui, lui, est réservé en fait à une clientèle qui est plus abordable. Et donc, pour eux, il n'y a pas un besoin. Nous, on est complémentaires, donc il n'y a pas un besoin de créer des logements sociaux à Royal Mount. En même temps, on s'entend que Royal Mount, c'est comme le luxe du luxe. C'est des grosses marques, c'est des quartiers, c'est des hautes coutures français qui vont être là. Ça, Louis Vuitton veut déjà s'installer là. Fait que eux, ce qu'ils veulent, c'est créer vraiment un truc très branché, très high class, où des gens d'une certaine classe vont avoir accès. Puis ça va probablement avoir des prix assez élevés. Donc, ils n'ont pas un intérêt au logement social. Mais moi, en fait, c'est ça que je me demandais, en fait. Il y a ce phénomène de gentrification qui se crée. Gentrification, c'est-à-dire justement le fait que les quartiers se spécialisent et deviennent de plus en plus, en fait, une certaine forme de type de personnes, soit des personnes avec un revenu élevé. Justement, gentrification vient du terme anglais gentrification, mais au Québec, on a, loi 101 oblige, on a notre terme, c'est l'embourgeoisement, en fait. Voilà, donc des gens avec qui sont plus aisés qui vont prendre le contrôle d'un quartier. Quartier de riche, comme tu as dit, qui allait se créer là. Ouais. Et là, je te demandais justement comment qu'on fait pour mélanger justement cette mixité-là sociale avec le développement immobilier, parce que à Montréal, il y a vraiment énormément d'appartements qui sont hyper vieux et hyper chers, mais ils sont aussi laissés à l'abandon, tu sais. Donc, comment tu fais en fait pour créer les investissements pour que les appartements se rénovent et puis qu'on continue à avoir en fait des quartiers plus beaux et toujours meilleurs, mais en même temps conserver en fait cette mixité-là sociale pour pas créer cet embourgeoisement-là. Donc, mais qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est difficile. C'est difficile hein? Parce que, fun fact, 195 000 ménages au Québec consacrent 50% de leurs revenus pour se loger. C'est beaucoup, 50%. C'est énorme, 50% de ce que tu gagnes, c'est pour te loger. Tu sais. Puis, même moi ici, je peux te dire que je paye un loyer qui est quand même exorbitant pour ce que c'est. Tu sais. Puis,
justement, faire cette mixité-là, ça va être difficile parce que, inévitablement, ça va être des logements de. Je sais pas ce que j'en pense parce que mixité, gentrification, ça entend embourgeoisement. Tout à fait. Ça entend des gens, des loyers plus chers pour des gens qui ont les moyens de se les payer. Puis ça va créer des quartiers de bobos, là, comme on appelle les bobos. Là. Mais c'est déjà un peu ça quand même. Là. Si on regarde par exemple le plateau, si on regarde, puis ça va, tu sais, ça part du centre puis ça s'élargit, tu sais, même certains quartiers comme Verdun, tu sais, qui avant n'étaient pas hyper populaires, mais là, c'est pas le centre-ville, donc là, il y a un engouement pour du développement immobilier. Griffintown, même chose, Griffintown, c'est industriel au fond, tu sais. Ouais. Aujourd'hui, Griffintown, c'est hyper branché, là, tous les jeunes professionnels veulent aller à Griffintown, puis là, tranquillement, ben, ça va aller vers l'ouest. Tu sais, jusqu'à ce que finalement, toutes les extrémités soient hyper abordables, mais que le centre soit hyper riche. Oui, c'est ça. Puis, ce qui est intéressant de voir, c'est que là, on parle du point de vue individuel, c'est que les gens ne seront pas capables de payer ces loyers-là. Mais même les entreprises, par exemple, tu parles du Mile End, aujourd'hui même, il y a encore une autre boutique de quartier qui vient de fermer parce que les loyers, ils sont exorbitants maintenant. Là. J'ai lu dans le journal que le même local, pour la même librairie, j'ai oublié le nom de la librairie, il est passé de 2000 $ à une augmentation de 3000 $. C'est passé de 2000 à 5000 en un mois. Tu sais? En un mois? Parce que c'était comme la fin du renouvellement de son bail, c'est des trucs comme ça. C'est un ajustement qui était fait. Exactement, mais un ajustement de plus 3000. T'as pas le choix de mettre la clé sous la porte. Ben oui. Puis c'est ça qui arrive, c'est que ça va être des gens... Tu sais, on parlait de Hunger Games le dernier épisode. Ça va juste être des gens avec les cheveux mauves qui vont vivre là, man, des gros riches qui ont aucune librairie, mais ils ont juste du Louis Vuitton, du Gucci, des grosses marques qui s'installent là, puis ils vont vivre dans ce microcosme de gens aux cheveux mauves de Hunger Games. Je sais pas si tu comprends un peu l'idée, tu sais. Ça crée un phénomène, je trouve, de culturalisation aussi. Tu sais, où, effectivement, là, le plateau devient juste... kombucha et tu sais il y a plus de mixité non plus au niveau du commerce, tu sais, c'est tout des petits coiffeurs à 35 pièces la coupe et... Tu vas avoir le quartier hipster mais genre inabordable, tu vas avoir le quartier très bourgeois, plus vers l'ouest. C'est comme ça que tu... Mais là, après ça, tu as le contraire aussi. Tu as le quartier Montréal-Nord où est-ce que... Exactement. Puis après ça, on ose parler, par exemple, au dernier épisode, on parlait du film Tigre Blanc en Inde, où est-ce qu'il y avait toute une lutte des classes parce que t'avais les intouchables, t'avais nanana. Mais c'est un peu ça qu'on reproduit, mais à une autre échelle, puis avec d'autres mots et d'autres concepts. Mais tout à fait. Vivre à Montréal-Nord, ce n'est pas comme vivre à côté d'un Louis Vuitton. Je sais pas si tu comprends. Là, oui, mais clairement, là, je veux dire, ces inégalités-là existent aussi au Québec. Puis Montréal, c'est le meilleur exemple. Tu sais, je veux dire, tu fais juste passer de Vieux-Rosemont à Petite-Patrie, puis tu vois clairement... Tu la files. Tu la vois, la différence. Ou même, tu sais, début de Hochelaga à fin de Hochelaga, il y a une différence énorme. Fait que c'est ça ma question, tu sais, parce que moi aussi, j'ai vécu à certains appartements à Montréal jusqu'à présent, puis souvent, tu sais, c'est des appartements que les propriétaires ne veulent pas mettre d'argent parce qu'il y a des règles pour ne pas augmenter le loyer à l'infini, puis tu ne peux pas mettre dehors quelqu'un comme tu veux. Fun fact. Vas-y. Si votre propriétaire ne fait aucun travaux dans votre appartement, il ne peut pas dépasser quelque chose comme 2% de ce qui était. Oui. Par exemple, l'année passée... mon proprio, qu'on n'aimera pas. Il m'a dit, ouais, je te... On n'aimera pas Richard, là. ça ressemble tellement à ça. Oh non! OK. Richie! Version argentine. Mais bon. tu comprends? Bref. On ne nommera pas. On ne nommera pas. Il m'a dit, je t'augmente de 100$. Je suis comme, ouais, mais t'as fait 0 travaux en un an, puis selon la régie du logement... 2%. C'est entre 1 et 3%. L'inflation. 2% de 1000$, c'est pas 100$. Là, 2% de 1000$, ben c'est 20$. C'est ça. Puis lui, c'est ça. Lui, c'était 5 fois plus. Tu sais. Donc, j'étais un peu dans la situation de la librairie qui vient de fermer dans le Myland aujourd'hui. Toi, t'es une librairie. Je suis une librairie. T'es une librairie. Tu vois mes Bawiki. Voilà. Ah, je savais. Je savais. Mais c'est vrai quand même, parce que c'est ça le problème, c'est que les propriétaires veulent... Je les comprends, tu sais, ils veulent toujours... c'est un investissement qu'ils font. Là. Je veux dire, tu achètes un bloc, ça coûte... aujourd'hui, je pense que ça va être $1 million dans des quartiers comme justement
embourgeoisé. Mais même ici, ça va peut-être un petit peu plus. minimum un demi-million. Là. Au Saguenay, un bloc appartement de, mettons, 6 appartements, c'est environ 500-600 000. Fait qu'imagine-toi. Imagine-toi au Myland. Là. Ça va être à peu près 1,5 million, peu importe. C'est cher. Fait que ces gens-là veulent rentabiliser leur investissement. Il n'y a pas personne qui ferait le contraire. Mais effectivement, il y a un enjeu d'un autre côté de personnes qui, tu sais, tu travailles, t'arrives serré, tu sais, puis toi, ça fait 20 ans que tu es à un endroit, tu sais. Tu vas déménager, là, je veux dire, tu n'as pas les moyens de t'acheter quelque chose, mais tu n'as pas le goût de t'en aller, là, je veux dire, tu as développé une vie qui était là, mais pourtant, tu es dépendant, en fait, justement, de cette augmentation-là du prix, puis c'est difficile parce que c'est ça. Comment concilier, en fait, ça nous prend du développement économique. Du développement immobilier, ça en prend parce qu'effectivement, sinon, on se ramasse avec une ville qui est en désuétude. Donc, il faut avoir du développement immobilier. Mais une diversité, comme tu le disais tout à l'heure. Comment on le fait, en fait? D'où le fait que, c'est intéressant que tu en parles parce que dans la foulée de tout ça, Québec, Montréal et Gatineau, les trois municipalités se sont liguées pour demander, ils ont revendiqué au gouvernement, au ministre des Finances, 300 millions de dollars de plus de la part du gouvernement dans les infrastructures de logements sociaux. Oui, puis il y a un enjeu énorme. Oui, clairement, parce que la gentrification, ça ne touche pas juste Montréal. Là. C'est à Québec, c'est dans tous les grands centres actuels. Écoute, pense à Saint-Sauveur, à Québec. On s'entend que niveau gentrification, c'est comme... Il y a eu, je pense, comme quelque chose comme 500 permis de construction. Là. Maintenant, une maison, je pense qu'elle a doublé de valeur dans Saint-Sauveur, à Québec. C'est la même chose dans à peu près toutes les grandes villes. Puis, t'en parles aussi, puis logements sociaux. Rappelle-toi, Campus Notre-Dame, cet été... qui a été démantelé, en fait, là, les gens qui dormaient dehors. Oui, il y avait le camping Notre-Dame qu'on appelait. Là. C'était un camping presque. Là. Mettons qu'il n'y avait pas une petite glissade d'eau, là, mais. Non, pas du tout. Mais il y avait des gens qui dormaient dans la rue, puis. Ça ne savait pas où aller, tu sais. En plus, c'est la pas normal pandémie. De voir ça ici, non. C'est pas normal de voir ça, hein. Si t'arrives dans. C'est pas normal, là. C'est pas normal de voir ça, point, tu sais. Non, tout simplement. Je veux dire, tu peux pas avoir des gens qui vont aller chez Louis Vuitton. T'sais, moi, je suis pas une personne qui croit en... Je suis pas communiste. Mais je pense que... Je suis pas communiste. Je suis pas communiste. Mais je pense que ça prend une certaine redistribution des richesses. T'as pas le choix. Puis, c'est choquant de voir ça. Puis pour nos auditeurs qui savent pas nécessairement... Pas qu'ils savent pas, j'ai pas envie de diminuer aucune connaissance. C'est juste le fait que... Qu'est-ce qu'un logement social? Un logement social, c'est un logement que les moins nantis... donnent ce qu'ils peuvent donner de leurs revenus, que ce soit l'aide sociale ou les différentes prestations dont tu as le droit dans tes différentes situations, puis le gouvernement va venir compenser le reste que tu n'es pas capable de payer. Fait que ça, ce qui est intéressant de voir, c'est que les logements sociaux, juste tout à l'heure, on parlait des personnes marginalisées, mais ça répond justement à la demande des plus vulnérables, ces logements sociaux. Donc, on parle des vieux, j'appelle les vieux, mais les aînés, on parle des autochtones qui sont souvent victimes de marginalisation sociale, on parle des mères monoparentales, on parle des gens qui ont moins de revenus parce qu'ils ont moins les capacités pour pouvoir avoir ces revenus-là. Donc, les logements sociaux, c'est pas... Je sais pas, le terme, on dirait qu'il est comme galvaudé. Là, comme, tu dis logements sociaux, c'est comme, c'est moi qui paye pour eux. Mais non, c'est parce que c'est pas... Tu sais, c'est pas moi pis toi qui vont aller vivre dans un logement social. Peut-être que ça va nous arriver dans notre vie, puis j'espère pas, je touche du bois, mais je veux dire, tu sais, c'est un filet social, puis t'en as besoin, là. Oui, t'en as besoin, là. Il y avait une initiative qui a été faite en Irlande, justement, où il y avait énormément de sans-abri en Irlande, puis ce qu'ils ont fait, justement, c'est donner un abri, tu sais. Un sans-abri, tu sais, comment une personne qui est sans-abri peut s'en sortir? Tu sais, elle n'a pas d'adresse. Comment tu peux dire... Il faut donner les moyens, c'est ça, il faut donner les moyens. Oui, donnons les moyens à ces gens-là, puis souvent, je trouve qu'on travaille beaucoup au Québec, puis même dans d'autres endroits du monde, on travaille beaucoup par pas la prévention, mais la réaction, tu sais. La personne est dans la rue, ben là, il faut lui donner à bouffe, tu sais. Au lieu d'essayer de prévenir, puis de l'aider à ne pas tomber dans le dernier stade de sa vie, ben, il est trop tard, ben là, on lui donne la soupe, tu sais. Au lieu de dire, ben non, tu sais, faut essayer de voir pour quel genre de personne pourrait avoir des difficultés dans la vie, puis tomber dans la rue, puis pas les stigmatiser non plus. Tu sais, ces gens-là vivent des choses. On ne sait pas ce que les gens ont vécu. C'est tellement... C'est pas mal moins compliqué qu'on pense. Tu sais, on pense que
Que tu sais, vivre dans la rue, c'est comme ah ben oui, mais le mériter. Non, non, tu sais, ça n'a aucun rapport. Honnêtement, justement, RAD, Radio-Canada, il faisait comme des capsules justement par rapport à tout ça, ce qui s'est passé sur le truc camping Notre-Dame, entre guillemets, puis ces affaires-là. Puis t'entendais des récits qui étaient quand même très poignants, là, les gars. C'est pas des. Ça, c'est. On a beaucoup d'a priori sur ces gens-là, mais honnêtement, là, on est. Surtout, tout ça, on parlait tout à l'heure il y a eu plus de féminicides, ces affaires-là. La santé mentale, c'est quelque chose qu'on se rend de plus en plus compte avec la pandémie, que c'est un enjeu. Puis, honnêtement, du jour au lendemain, tu peux basculer vers ça, tu sais. Tu fais un gros burn-out de n'importe quoi, puis t'en es là. Tu peux plus rien. T'en es là, puis t'as besoin de ce filet-là. Puis c'est rassurant de savoir qu'on a tous droit à ce filet-là. Je suis tout à fait pas d'accord. se péter les bretelles que, regarde, moi, je suis bien en ce moment, là, je vais toujours être bien. Non. Je suis tout à fait d'accord. Mais je pense que si on parle en conclusion un peu de ce qu'on disait, je pense qu'il n'y a pas de recette miracle. Non. Mais je pense que ça prend une certaine volonté aussi. Ça prend une volonté des développeurs immobiliers de dire, regarde, je vais faire un petit peu moins d'argent, mais je vais développer quelque chose qui est une longévité pour la société, puis qui s'inscrit dans le projet d'un quartier. Je pense qu'il doit y avoir un effort qui est fait pour dire ce projet-là, en fait, c'est pas juste pour faire de l'argent, mais c'est aussi parce que je veux m'inscrire dans le projet du quartier. Je veux que ça. Je veux m'adapter. C'est durable. Le développement durable, c'est pas juste pour les écolos et ces affaires-là. Le développement durable, c'est que de plus en plus, on se rend compte que tout ce qu'on fait doit être durable. Il se doit être durable. Tu peux pas faire quelque chose juste pour quelques années. Puis... on va revenir tantôt quand on va parler des. Bon, on a un apéritif qui est par rapport aux abeilles, à l'écologisme. Construire ou déconstruire. Puis c'est ça, il faut construire, déconstruire, mais construire durablement, tu vois? Oui, je veux dire, pense à long terme, avoir une vision, je pense que c'est ça qui des fois, essaie de voir plusieurs éléments dans un ensemble, puis c'est sûr que c'est pas facile de conjuguer mixité sociale et développement économique, parce qu'effectivement, c'est deux choses qui apparaissent en contradiction à la base. Mais je pense que c'est un effort qui doit être fait parce que je pense qu'un quartier mixte, un quartier vivant, ça a une valeur incroyable. Moi, je trouve ça beau, des quartiers qui sont où c'est vivant, où c'est le fun de vivre. J'ai pas envie de me c'est une sentir question de qualité de vie aussi. Non, c'est ça. Moi, je vais pas à mon Louis Vuitton le samedi. J'ai le goût d'aller dans un parc. J'ai le goût de voir des gens. J'ai le goût de voir des gens qui jouent de la guitare dans un parc, des gens qui font du slackline. J'ai le goût de voir des gens qui pratiquent du capoeira dans un coin. J'ai le goût de voir de l'art dans les rues aussi. C'est ça, je pense aussi, dans un quartier qui est vivant. On parle de vivre en ville, mais je pense qu'il n'y a pas juste le fait d'avoir une belle demeure. Il y a le fait aussi d'être bien dans un quartier, puis il y a le moyen de le faire, je pense. Exact. Puis pour conclure rapidement là-dessus, il y a un organisme qui s'occupe justement d'être les porte-parole des mal logés. Ça s'appelle Logement /Occupe. Logement Occupe, c'est une ONG qui s'occupe justement des mal logés, puis eux font vraiment de sensibilisation par rapport à tout ça. Fait que, #Logement Occupe, allez vous renseigner là-dessus. Puis nous, je pense qu'on est dû pour un autre apéritif, n'est-ce pas? Ben, je pense que oui. Je pense qu'on n'arrête pas le progrès, mais on met wiki. Là, je vais l'expliquer, fait que c'est correct. C'est pour tous tes fans, parce que wiki. Mais Barek, il y a des fans partout dans le monde. Partout. Ben, même à Wiki, ça vient de Wikipédia. Right. Mais bon, Barek, Yeah. on parle encore de construire ou déconstruire. C'est toujours un peu cette thématique-là cette semaine, c'est-à-dire comment concilier en fait deux éléments qui sont contradictoires et aussi de dire jusqu'où s'arrête la consommation et le monde dans lequel on vit. Mais avant de commencer, justement, parlant de consommation, je voulais te faire une petite transition parce que, tu sais, on parlait tantôt de gens qui achètent du Louis Vuitton. Let's go. Ben, il y a un Japonais, un milliardaire japonais qui a payé le premier voyage dans l'espace avec la fusée Starlink de Elon Musk. Elon Musk est en train de construire une fusée qui va être accessible pour des gens qui ont énormément d'argent. C'est pas toi puis moi qui se le paye. Ouais. Mais le tourisme dans l'espace, ça s'en vient. Là. C'est comme... c'est là, tu sais. Puis, lui, cette personne-là a payé un voyage dans l'espace, le premier de l'histoire de la fusée que développe Elon Musk. Et il était supposé aller avec sa blonde, mais c'est clair que sa blonde n'a pas marché. Donc là, il propose à 6 à 8 artistes de y aller avec lui. Comme, je vous paye le voyage, là, ça ne vous coûte rien, tout est gratuit. Mais c'est quoi? Tu montes, tu descends? C'est quoi?
Ouais, je sais pas exactement les détails, mais je pense que tu passes comme Guy Laliberté un peu, là. Tu passes quelques jours dans l'espace, tu reviens. Tu tournes en orbite de la Terre, tu reviens, puis tu vois la planète. Puis c'est une couple de dizaines de millions, là. Je pense que c'est 40 quelques millions, en tout cas, je sais pas combien ça coûte, mais c'est pas je vais m'acheter un céleri à l'épicerie. Mais cette personne-là, en fait, a décidé d'inviter, en fait, 6 à 8 artistes. Et ce qui est le fun avec ça, c'est que ce milliardaire Jessica, j'ai son nom. Son petit blaze. J'ai son petit blaze. J'ai pas. Ah oui, Monsieur Maezawa. C'est d'origine chinoise? D'origine japonaise. Japonaise, ok, excuse. Qui a fait son argent dans le design, dans la mode. Ok. Il propose 6 à 8 artistes de voyager avec lui et il n'y a pas exactement de critères précis. En fait, c'est tous des gens qui créent. Ça donne bien parce qu'à Apéro Cigare, on crée. Yeah. Donc, je me suis dit, écoute, on est là. Konnichiwa! Si jamais ça vous tente, nous autres, on est vraiment sympathiques. 2 personnes dans l'espace, on prend pas de place. On a juste besoin de notre petite table, puis notre petite ça, puis ça. On amène le bois d'apéro. Ah oui. On est là. Ça va devenir une icône, ça. On est là. Mais ouais. Mais j'avais entendu parler il y a quelques années de Virgin Mobile. Oui. Qui, eux aussi, offraient des voyages dans l'espace comme ça. Oui, il paraît que le réseau Internet est meilleur en haut. Ouais, Virgin est meilleur en haut qu'ici, toi. Ouais, c'est... comment il s'appelle, le milliardaire? De Virgin? Oui. Tu connais tous les noms de milliardaires, toi? Mais regarde! Tu mets du bon bord. Ouais. C'est lui qui a créé Oracle, en fait. Comment il s'appelle? Ah oui. Je sais pas pourquoi j'ai dans ma tête là, un gars qui a aucunement rapport. C'est le créateur de Mega Upload. Richard Branson. Okay. Voilà. Quelqu'un qui, lui aussi, peut se permettre un petit voyage pas pire, sans trop... Tout ça. Il a pas trop peur de la fin du mois, mettons. C'est quoi le nom du gars qui a créé Mega Upload? Tu sais, là, dans le temps qu'on écoutait des films, t'avais le droit juste à 72 minutes. Ah ouais? Ça c'est-tu de Mega Upload? C'est quoi? Tu sais, streaming, t'avais le droit à 72 minutes. Moi, j'avais LimeWire, moi. Ok, ben oui, justement, lui, il était dans ce game-là aussi. Dans le piratage, il s'appelait Kim.com. Kim.com. C'est un blanc, là, mais genre, il aurait fait son nom pour Kim.com. Comme Kim.com, en tout cas. Chapeau. Donc, en tout cas, c'est milliardaire, là. Ah, quand t'as de l'argent, hein. T'as du temps puis de l'argent. C'est ça. Mais ouais, quoi? C'est quoi qui va arriver? Ils vont faire un EP? Ils vont faire un album de rap en haut? C'est quoi? Je pense qu'il veut juste triper. Je sais pas. Il y a une bulle qui est passée, puis il a dit, moi, j'invite 6 à 8 artistes. Mais comme je te dis, la définition est hyper large. Là. C'est des gens qui créent. Je veux dire. Moi, je crée un dessin animé ou je colorie quelque chose. Je pense que je peux être éligible. J'ai l'impression qu'il est... En tout cas, bref. On va en envoyer notre CV. Monsieur Maezawa. On va même t'envoyer une lettre de motivation. Tu sais. En japonais, je suis pas sûr, par exemple. Non. Je sais pas, je peux... Non. Je suis capable d'écrire. Ouais. En tout cas, avoir ton accent allemand, à lire l'allemand, je sais pas comment ça va se donner en japonais. Balkening! C'est quoi, c'est Abstinbira? Abstinence. Oui, on parle de construire, mais Wiki, c'est la même petite transition parce que il y a le port de Montréal qui s'agrandit. Ouais. Je sais pas si tu as remarqué ça cette semaine, probablement. Parce que j'en ai entendu parler. On en parle. Ça va être en Rive-Sud, c'est pas loin. C'est à côté. Ouais. À côté, c'est à Verchères, je pense. Ouais. Ben, c'est pas loin. Ça fait quand même 40 quelques années, je pense 48 ans, que l'organisation Port de Montréal avait acheté des terrains autour, en fait, dans cette situation-là, pour agrandir le port. Ils savaient que ça s'en venait. Et puis, là, ça a été approuvé finalement par le ministre, M. Wilkerson. Et ça inclut plusieurs recommandations, en fait, pour faire en sorte que ça respecte l'environnement parce qu'il y a une population de poissons. Oui, des poissons, des grenouilles. Chevaliers, je pense. Ouais, ben, j'ai pas checké. En tout cas, bref, il y a... dans l'espèce, mais vas-y, je t'écoute. C'est des populations en péril juste à côté du port. Mm-hmm. Et en fait, c'était ça l'enjeu, c'est qu'il y avait un peu ce conflit entre les écologistes et les gens qui sont promoter ce projet. Qui voulaient faire la production du projet. C'est-à-dire que le port de Montréal, effectivement, a besoin d'agrandissement. Les capacités aujourd'hui, on le voit avec la globalisation, sont plus grandes. Mm-hmm. Et les conteneurs aussi sont beaucoup plus gros. Les cargos conteneurs sont plus gros qu'avant. Donc, on a besoin, en fait, d'un espace qui est beaucoup plus facile. Et
aussi la capacité de chargement doit être plus grande. Donc, il y avait des raisons derrière l'agrandissement du port de Montréal. Par contre, d'un autre côté, les écologistes disent, ben, tu sais, ces populations-là en péril, ça ne nous satisfait pas, en fait. C'est pas... on ne les protège pas suffisamment et on fait l'économie au détriment en fait de la protection de l'environnement. De la biodiversité qui est présente à cet endroit. Voilà. Donc moi je voulais voir un peu ce que tu en pensais par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on fait? On construit ou on déconstruit? Je sais pas, parce que tu vois, c'est que quand tu te mets dans la peau des gens qui sont slackés, entre guillemets, qu'on les a mis au chômage forcé parce que le port de Montréal n'est pas à l'œuvre. Par exemple, comme le port de Davie à Lévis, j'ai un ami qui travaillait à ce port-là. Quand on coupe les valves de ceux qui donnent l'argent puis que ceux qui promotent le projet, quand on coupe les valves, ben, c'est plus de 2000 personnes qui n'ont pas de job. T'sais. Puis, quand tu te mets dans la peau de ces gens-là, c'est des gens qui ont des familles, blablabla, ils vivent tous à Montréal, Rive-Sud, ces affaires-là, puis eux, ils veulent juste ça, cette création d'emplois, parce que de ce que j'ai lu, je pense que ça allait créer comme 3000 emplois ou 3 4 000 emplois pour la construction et plus de 1000 emplois pour l'exploitation de cette... 600, en tout cas, bref, plusieurs centaines d'emplois. C'est ça, plusieurs centaines d'emplois, Ouais. donc tu vois que ça va créer vraiment une certaine prospérité au niveau de ces gens-là, mais... Puis une expertise aussi, parce que... Une expertise, c'est important. Oui. Je veux dire, dans un monde néolibéral, Ben encore une fois, oui. comme on parle, T'sais. c'est très important, ça. Mais de l'autre côté, le revers de la médaille, c'est à long terme. Tout à l'heure, souvent on parle de changement de paradigme, puis tout à l'heure on parlait de s'inscrire dans le durable. Est-ce que ça s'inscrit réellement dans le durable? Parce que oui, selon l'étude qui a été menée... je pense comme c'est une sorte de BAP, là, tu sais, genre... Bureau d'audience publique. Ouais, un genre au privé ou whatever, Ouais. qui fait en sorte qu'eux vont checker si écologiquement et économiquement c'est viable. Ils disent que avec toutes les mesures de contre... je veux dire, par exemple, notre exploitation est en train de détruire les milieux marins, ben nous, on va comme envoyer plus d'espèces dans l'eau pour essayer de contrer ça. Avec toutes ces mesures-là, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes à long terme. Mais je pense qu'on ne devrait même plus envisager ça. Si notre but maintenant, là, c'est de toujours checker à long terme, éviter toute forme de crise, en ayant vécu le COVID, ça ne te tente pas de vivre une autre crise qui est liée, par exemple, à ce qu'il n'y ait plus de poissons à tel endroit, plus de phytoplancton dans tel océan, plus de blablabla. Je sais pas si tu comprends. En même temps, tu sais, comme tu viens de le dire, tu sais, si le jour où on n'a plus de job, l'environnement, ça devient la priorité numéro 4. Exactement. Puis tu viens de m'allumer de quoi? Je sais plus où est-ce que j'avais lu ça, c'était comme... C'est très difficile de s'en faire pour la fin du monde quand tu t'en fais pour la fin du mois. Ben oui. Et c'est ça, en fait, tout l'enjeu. Puis c'est de dire, tu sais, on veut toujours passer à long terme, ce qui est tout à fait logique. Tu sais, je pense moi, je veux le faire aussi. On est rendu là, tu sais. Mais comment tu fais ça en se disant, ben, la personne, on vient d'en parler tantôt des logements sociaux, tu sais, la personne qui, elle, là, garde... Elle arrive à la fin du mois, puis tu sais, même nous autres, tu sais, je veux dire, faut que tu payes ton essence, faut que tu payes tes études. Tu vas aller travailler, tu trouves un travail à 30 minutes, ben tu vas avoir ta voiture, tu sais, tu veux dire, tu veux pas attendre 3 heures pour un autobus, tu sais, tu veux être capable d'être autonome. Donc, tu sais, c'est difficile en fait de concilier les deux parce que on a besoin de l'économie, on a besoin de créer de la richesse. Parce que sinon, ben, on peut pas, on vit plus, tu sais. C'est l'humain survit à la base. Parce qu'on t'offre un mode, je veux dire, on te largue dans un système qui t'oblige à vivre d'une certaine façon, mais que cette certaine façon-là est autodestructrice de ton environnement. Ouais, dans une certaine forme, tu sais. Puis c'est ultra paradoxal, là, Puis c'est faux de dire qu'aujourd'hui, mais tu peux... Non, tu sais, aujourd'hui, tout le monde a un téléphone, tu sais. La certaine norme, tu sais, il y a une certaine norme aussi, tu sais, on t'impose, la société va t'imposer une certaine façon de vivre parce que, ben, tu veux vivre comme les autres, tu sais, je veux dire, c'est normal, donc, là, tu as d'autres besoins qu'il n'y avait pas avant, tu sais, tu veux avoir un téléphone, tu veux avoir un ordinateur, tu veux avoir telle chose, donc là, un niveau de vie qui va demander une certaine forme de revenu, ce revenu-là, effectivement, ben, il faut que tu le trouves à quelque part, tu sais, donc... Là, le port de Montréal, bien, effectivement, ça crée des emplois. Ça va créer aussi des opportunités, par exemple. Tu sais, on va devenir un expert aussi parce que c'est une expertise de le cargo conteneur, au lieu d'arriver à Toronto, ben, il arrive à Montréal. Ou, tu sais,
ça va permettre à des entreprises de graviter autour du port de Montréal, puis le port de Montréal va devenir un vecteur de développement économique. Mais d'un autre côté, tu l'as dit, tu sais, si tu commences à faire, oui, le développement économique, mais là, le problème, c'est que tu vas mettre des espèces en péril, puis la biodiversité, c'est une forme de qualité de vie aussi, tu sais. Tu sais, d'avoir un environnement qui est sain, avoir justement cette qualité de vie-là. On va peut-être y revenir tantôt si on va aborder l'apéro à propos de la disparition de certains peuplements d'abeilles, là. Mais c'est parce qu'il faut se rendre compte que ça veut pas dire que ça te touche pas directement. Par exemple, tu dis, ah, moi je m'en fous, j'en mange pas du poisson. Oui, mais non, là, ce poisson-là rentre dans toute une logique, dans une chaîne alimentaire qui fait en sorte qu'il y a un certain équilibre dans les espèces marines, puis dans tout ce qui est produit dans la mer, ces affaires-là. Donc, tu sais, si tu veux voir les affaires à long terme, j'ai l'impression, il faut comme laisser à part comme ton égoïsme un peu de... Tu sais, tu te parlais tantôt, ouais, moi, si je travaille à 30 minutes, il me faut ma voiture, nanana, mais alors que d'un autre côté, on te dit il faut prendre de plus en plus les transports en commun, le REM, ces affaires-là qui s'en viennent, puis tu comprends, c'est construire et déconstruire, mais tu sais pas quoi faire parce que entre guillemets, t'as les fesses entre deux chaises. Tout à fait. Tout le temps. C'est bien dit, puis c'est vraiment ça. Je pense que le dilemme est tellement difficile, construire ou déconstruire, c'est... Sorry about Construire ou déconstruire la patère. Mais continue, excuse-moi. Construire ou déconstruire, c'est ça, tu sais, c'est... Est-ce qu'on va vers un développement économique qui est de plus en plus intense parce qu'on veut avoir un niveau de vie qu'aujourd'hui on juge qui est le standard puis on veut toujours s'améliorer par rapport à ça? Mm-hmm. Ou déconstruire parce qu'effectivement on est devenu dans un monde de consumérisme où c'est pas soutenable le mode de vie. Puis tu as raison de dire comme, est-ce que tu es obligé... Tu sais, t'es obligé, tu sais. Est-ce que tu peux faire différemment, tu sais? Réduire, réutiliser, recycler, par exemple, tu sais. Est-ce que tu as besoin de ça? En as-tu vraiment besoin? Ça peut être une autre chose, mais le dilemme est là. Le dilemme est difficile. Ça n'a pas l'air aussi difficile que ça l'est. Puis même, je parlais de ma copine récemment, puis tu sais, elle me disait, ouais, mais mettons, si tu fais pas ça, ben, tu sais, les voitures, tu fais quoi maintenant? Tu les enlèves? Il y a des gens qui vont se retrouver dans le vide, là. C'est vrai. Tu sais, tu peux pas dire demain matin on enlève les voitures. Non, tu sais. C'est trop incrusté dans notre mode de vie, là. Ben oui, tu sais. Puis toute l'infrastructure a été construite autour des voitures, tu sais. Fait que là, les gens... Notre réseau routier, pendant très longtemps, il était basé sur les piétons. Pendant jusqu'en 1500, mettons, jusqu'à l'apparition des charrettes, parce que de plus en plus, des routes étaient faites de plus en plus pour les charrettes. Mais maintenant, le réseau routier, je ne vais pas dire 100%, mais pas un bon 80%, c'est pour les voitures. Oh, c'est pour les voitures, l'accès des voitures et comment gérer le parc immobilier, le parc automobile de ton endroit. T'sais. En même temps, comment tu veux être contre... Dans le sens que, tu sais, l'automobile... C'est que tu te dis, tu sais, ouais, mais je peux être en 15 minutes chez moi, tu sais, pourquoi je me priverais de ça, tu sais, alors qu'effectivement, oui, tu pourrais te dire, je prends pas ma voiture, ça va être plus long dans ma journée, je vais pouvoir en faire moins, mais ça respecte le rythme naturel de ce que c'est, tu sais, si les choses prennent du temps, puis t'es pas obligé de, tu sais, moi, par exemple, j'ai commencé à faire mon épicerie à pied, tu sais, parce que je me dis, tu sais, t'es pas obligé de prendre ta voiture pour aller faire l'épicerie, tu sais, tu prends le temps, ça te prend 10 minutes ou 15 ou au lieu de prendre 3 minutes parce que tu es avec ta voiture, mais c'est ça que tu sautes, tu sais. Mais ça, c'est un exemple que moi je fais, mais je veux dire, le point c'est que la voiture est efficace. Fait que pourquoi moi je me priverais d'une efficacité? Tu sais, c'est un point que tu peux voir de ce côté-là. D'où le fait que je te disais tout à l'heure, il va falloir qu'on fasse comme abstraction d'un certain égoïsme. Ouais, mais c'est dur. De certaine individualité. Puis, Jeff, peux-tu te parler de quelque chose? On t'apéro. T'apéro? Ben, il y a les joies du direct. Ça fait comme 1 heure qu'on est en direct. Ouais. Il faut vraiment que j'aille à la salle de bain si vous voulez que le reste du contenu soit plus intéressant. Donc, on fait-tu un petit 25 secondes de silence ou ben tu entertains les gens, mais je reviens dans comme 25 secondes. Ben, on fait un mini pause.
On est back on track. Sorry about that. C'est la magie du cinéma. C'est la magie du direct. De direct. Non, mais on est willing de faire ça direct aussi, là, sans aucun montage, rien. On se met à nu, en fait. Totalement. On- J'avais envie d'aller à la salle de bain. Je suis allé à la salle de bain. Voilà, c'est ça. C'est ça. Let's go. Fait que, bref, c'était cette partie apéro. Il nous reste en fait une dernière partie avant qu'on... Tu voulais parler des abeilles, justement, parce qu'effectivement... On en parle maintenant ou c'est pas notre prochain apéro? Ou... Ben, ça fait partie de la même chose. Ah, ben la guitare. allons-y! Ouais. Tu parlais justement que les abeilles, en fait, c'était... Ça n'a pas l'air relié, Ouais. mais ça l'est. Puis les abeilles, en fait, jouent un rôle beaucoup plus important qu'on le pense. Totalement, parce que tout à l'heure, en abordant toute cette histoire de est-ce qu'on va y aller de l'avant avec ce projet du port de Montréal, est-ce qu'on est en train de plus miser sur l'économique au lieu de l'économie de l'environnement, Ouais. donc Donc, l'écologie. est-ce qu'on le fait, le port de Montréal, ou pas? Ou même le port de Québec avec Laurentia aussi. Est-ce qu'on agrandit ou on n'agrandit pas? Je sais pas. C'est pas facile, hein? Je sais pas. Tout à l'heure, c'est comme avec les quartiers de la gentrification quand on parlait Ouais. tout à l'heure, c'est l'étalement urbain, ça fait partie de tout ce concept-là de gentrification, comme étaler la ville, donc créer des nouveaux quartiers qui vont être riches et être pauvres ou whatever. Mais l'étalement urbain, ça a des conséquences sur notre environnement qui sont quand même importantes, là. Comme dans ce cas-ci du port de Montréal, oui, il y a les poissons, mais dans l'étalement urbain, quelque chose qui a beaucoup retenu mon attention cette semaine parce que j'ai lu beaucoup sur l'utilisation de pesticides en Colombie. Tu m'as envoyé un article là-dessus. Puis j'ai vu que les abeilles, qui sont une pierre angulaire de toute la pollinisation des végétaux qu'on consomme, ben ils sont vraiment, c'est vrai. Fun fact, 1/3 de la population d'abeilles chaque année meurt, tombe. 1/3 C'est quand même cool, là. de tout ce qu'il y a chaque année tombe. Les abeilles, ça a l'air absolument banal, mais ils jouent un rôle absolument essentiel. Exactement. On les appelle des espèces sentinelles. C'est-à-dire que les abeilles jouent le rôle d'un bio-indicateur. C'est-à-dire que quand les abeilles vont mal, c'est-à-dire qu'autour de toi, ça va comme pas bien, puis ça risque de mal aller. Par exemple, tu dis, les abeilles, je m'en fiche, là, j'en mange pas tant que ça du miel, moi je suis plus sirop d'érable. Tu sais? Mais non, il n'y a pas que ça. Il faut pas oublier que par exemple, si toi t'es vraiment un gars viandeux, tu aimes vraiment la viande, ben dis-toi que le bétail que tu consommes de façon abusive et qui contribue au réchauffement climatique, on y reviendra. Ben, c'est clairement ça. Mais ce bétail-là, Jeff, il se nourrit de quoi? Ben, de luzerne, de trèfle, des affaires qui se trouvent par terre. Puis c'est qui fait la pollinisation de ça? Les abeilles. Exactement. Puis, voilà, en sachant qu'1/3 des colonies d'abeilles chaque année meurent, tu vois que l'activité humaine a un impact, pas juste sur le site. Je veux dire, dans toute cette game de... Ben, j'appelle ça une game. Dans toute cette affaire écologique-là, de sauver l'écologie, toutes les affaires des accords de Paris, Greta Thunberg et tout, on parle souvent de CO2, d'effets de serre, des affaires de même, mais on ne parle pas d'extinction d'espèces sentinelles et d'espèces pollinisatrices comme les abeilles. J'ai l'impression que ça, c'est beaucoup plus tangible pour nous, parce que, un autre fun fact avant de te laisser jazzer aussi là-dessus, la Whole Food Market, qui est une entreprise, puis un lobby. Le Whole Food Market, c'est comme un lobby un peu bio aux États-Unis. Ils ont fait une étude à savoir du jour au lendemain, il n'y a plus d'abeilles. À quoi ressembleraient nos étals à l'épicerie? Puis, selon leur étude, selon 423 produits qu'on retrouverait dans les épiceries, environ 237 ne seraient même plus trouvables. Il n'y a pas que le miel. Il y a toutes ces... Dis adieu aux pommes, aux abricots, aux blablabla, à tous les fruits que tu aimes, parce que les rendements des arbres fruitiers seraient aucunement les mêmes. Vont apporter justement ces différentes essences-là ailleurs et reproduire tout ça. Donc, exactement. C'est comme un peu un relais, en fait. Exactement. Les abeilles, c'est la pierre angulaire de ce qu'on mange. Wow. Selon une étude française, 70% des végétaux consommés en France, consommés dans le sens manger,
70% sont... L'abeille a joué un lien. L'abeille joue un rôle crucial dans ça, tu sais. Wow. OK, c'est énorme. Oui, tu te rends compte que... Puis ça me fait penser tellement à ce scénario apocalyptique dans le film Interstellar. Je sais pas si tu t'en souviens de ce film-là, que tu voyais que les récoltes, en plus du réchauffement climatique puis de la sécheresse, tu voyais qu'il y avait aucune diversité parce que justement, quand il n'y a plus aucune diversité, c'est parce qu'il n'y a pas eu de pollinisation. Puis comme tu viens de dire, apporter cette espèce-là de plante-là ailleurs, blablabla, tu comprends? On parle justement de développement durable puis de réchauffement climatique, mais moi je trouve que c'est pas juste une question de réchauffement climatique, c'est une question de qualité de vie à un moment donné, tu sais. Si est-ce que ça tente vraiment d'être dans un environnement où il y a une pollution atmosphérique immense, une pollution lumineuse immense, il y a du stress, il n'y a aucune végétation autour de toi. Comme tu dis, il y a une diversité d'aliments à manger qui vont disparaître parce qu'on n'a plus la capacité environnementale pour la soutenir. Tu sais, je veux dire, tout ça fait en sorte que c'est pas juste une question de la planète se réchauffe ou se refroidit. C'est pas juste une question que les glaciers en Arctique fondent ou fondent pas. Là. C'est une question de la qualité de vie générale de tout le monde va se retrouver réduite parce que l'environnement dans lequel on se trouve, ben, il va être juste magané. Exact. On doit protéger l'environnement. C'est une richesse qui... on parle en économie, on parle de capital, de main-d'œuvre, de différents éléments, mais la richesse naturelle, ça a une richesse, ça, de capable dans 70 ans de pouvoir l'exploiter encore, puis d'avoir une qualité de vie par rapport à ça. Puis le développement durable, c'est ça en fait, c'est de maintenir le même niveau de vie, la même qualité de vie que nous, on a eu dans 70, 80, dans les prochaines décennies, c'est d'avoir le même niveau de vie, la même qualité de vie qu'on a aujourd'hui grâce justement à ce mélange de développement économique, mais aussi de protection de la capacité naturelle. Puis c'est vraiment, le développement durable, c'est vraiment en fait de concilier chaque élément pour avoir une qualité de vie qui est supérieure en fait. Exact. Puis ça aide de m'allumer des lumières. Il y a ce philosophe québécois qui s'appelle Alain Deneau, qui lui justement, il te parle beaucoup de décroissance économique, puis comme de quoi on a trop longtemps traiter notre planète comme si c'était un puits sans fond de ressources. Là, absolument. Parce que selon les préceptes du libéralisme économique, c'est que tu as des ressources, tu les exploites, tant mieux. Mais il n'y a aucune limite qui a été... Je ne sais pas si tu comprends, il n'y a aucune balise. Il n'y a pas eu de framing par rapport à ça. C'est justement le free-for-all à ce niveau-là. Puis... Le free rider problem. Mais en même temps... Encore une fois, tu sais, Free Rider Problem, non? Je connaissais pas ce... Tu iras voir, en fait, le Free Rider Problem, c'est... Comment, là? Le Free Rider Problem? Ouais. Je vais aller vous trouver la définition, mais en fait, c'est vraiment c'est effectivement, il n'y a pas eu de contrôle par rapport à ça, puis on pensait au présent. Puis là, effectivement, je pense c'est temps de penser au présent, oui, mais à l'avenir aussi. Mais tu l'as dit tantôt aussi, construire, déconstruire, c'est jamais facile parce que ça a l'air simple, tu sais. Il y a des gens qui disent on arrête tout, tu sais, environnement en premier, c'est terminé. Il y a des gens qui disent l'économie en premier, tu sais. Puis c'est aussi une division en fait, c'est une fracture au niveau de la société en ce moment entre la gauche et la droite, même si j'aime pas utiliser les mots gauche et droite, mais c'est une question qui divise. Il y a des gens qui disent l'économie, regarde, il faut survivre, et d'autres qui disent l'environnement, il faut en fait perpétuer dans le futur, avoir une qualité de vie. Je pense que la réponse est entre les deux, mais c'est jamais aussi facile que ça a l'air, en fait. Fun fact, vas-y donc, qui embarque directement dans ce que tu viens de dire, l'économique ou l'environnemental, est-ce que c'est bon, est-ce qu'on fait abstraction de cette croissance-là ou pas, ou est-ce qu'il faut quand même jouer cette game de la croissance? Par exemple, savais-tu que la mondialisation fait en sorte qu'il y a beaucoup de flux d'import-export avec des pays asiatiques et des pays américains? Tu me suis? Oui. Ces pays-là, tout à l'heure on parlait de ports et de bateaux, justement il y a beaucoup d'espèces marines qui se retrouvent pas d'habitude dans le Saint-Laurent, qui se retrouvent ici parce que justement ils étaient comme collés à la coque des bateaux, par exemple à Shanghai ou bien en Inde, puis là ils se retrouvent ici dans les eaux du Saint-Laurent, puis ça crée un certain déséquilibre. Mais pas que. On parle d'abeilles en ce moment, le frelon asiatique aussi est arrivé ici par ces voies-là, ces voies de communication de la mondialisation, tu sais, par bateau, par avion, whatever, mais il y a un frelon asiatique qui est... le frelon, c'est une espèce d'abeille
meurtrière. Ouais. Là. C'est gros. Là. C'est pas juste la petite abeille qui pique, puis il faut que tu mettes un peu de vinaigre ou whatever. J'avais là. toute ta description. C'est gros. C'est gros, ça non. pique. Ah non, mais j'ai vu une photo tout à l'heure. Mais ça me non, tente pas, là. non, c'est pas un. Oh wow, quel bois. Puis non, c'est un frelon. Non, c'est un frelon. En là. même temps, Justement, cette game, juste pour finir là-dessus, cette game de la mondialisation, là, elle a des effets qui se ressentent de cette façon-là, alors qu'on les avait aucunement calculés à la base. Là. On n'était pas comme, bon, est-ce qu'on fait du trade avec la Chine? Mais là, imagine, il y a des frelons verts qui arrivent. mais en même temps, tu le sais qu'il y a des frelons verts, mais c'est quand la dernière fois que tu as acheté des avocats, tu sais? Ouais. Tu sais, moi, c'est la semaine passée, tu sais. Pourtant, on le sait que, tu sais, mais Ah, je comprends ce que tu viens de dire. Oui, j'ai lu l'article, puis justement, c'est... le beurre puis l'argent du beurre, tu sais. Pour ce qui est de la Colombie, de ce que j'ai compris, c'est que c'est l'épandage de pesticides, d'une certaine forme de pesticides, que je me souviens plus nécessairement le nom, je l'avais quelque part, là, mais c'est l'épandage de cette forme de pesticide-là qui fait en sorte que les abeilles, en butinant, elles touchent à ce pesticide-là, puis elles ramènent ça à la ruche, puis la ruche meurt au complet. Ouais. Puis, de ce que j'ai compris, c'est que c'est les grandes exploitations d'avocats en Colombie qui nécessitent cet épandage de cet agent agrochimique, puis qui fait en sorte que les abeilles meurent. Dans le fond, Ouais. c'est... Mais tu as plusieurs éléments à ça, en fait. Tu as l'élément aussi économique. Tu sais, ces gens-là veulent survivre. Tu sais, s'ils ont plus la culture d'avocat rapporte. Tu sais, s'ils n'ont plus de culture d'avocat, ils n'ont plus d'argent, ils nourrissent plus C'est sa ça. famille. L'abeille passe en. Tu sais, mais c'est normal. Tu sais. Entre 2016 et 2019, c'est 6 multinationales agroalimentaires qui se sont installées en Colombie pour cette exploitation-là. Puis d'autant plus là, que je suis Oh, je suis It's verbo, là. on. It's Ah, on. man, la production d'avocats, tu viens de le dire, ça tue les abeilles. Mais pas que. Je sais pas si j'en avais déjà parlé, mais les avocats, ça crée un stress hydrique important. Ah oui, ça consomme de l'eau pour 14. Exactement. Puis, petite notion de secondaire 3 ou 4, je sais pas si vous en souvenez, dans nos livres, il y avait tout ce cycle hydrique. Genre, il pleut, ça tombe dans le sol, ça tombe dans les rivières, ça retourne dans le ciel, ça revient, puis tout le cycle hydrique, que localement, c'est comme ça que ça fonctionne. Sauf que quand tu produis de façon aussi massive des avocats, puis quand tu touches un avocat, tu le vois qu'il y a de l'eau là-dedans, là, c'est tellement mou, c'est gorgé d'eau, là, ça prend de l'eau vraiment beaucoup. Ça prend énormément d'eau. Puis c'est de l'eau qui n'est pas réinjectée dans le cycle hydrique de ces pays-là. C'est-à-dire que l'eau, si par exemple, tous ces avocats-là, c'est des tonnes et des tonnes d'avocats, ils étaient consommés là-bas, ben tu sais, les gens feraient pipi, puis ou ben l'avocat se désintégrerait puis il rentrerait dans la terre. Le déplacement qui se fait. Ça, c'est toute l'eau qui s'est pris pour faire pousser toutes ces tonnes d'avocats. Il y a un déplacement vers l'Europe et le Canada. Par exemple, la Colombie, c'est le premier importateur en Europe. Exportateur d'avocats en Europe. Donc, tu vois à quel point Mais en même temps, quand tu fais une guacamole, je veux dire, tu penses pas à ça, tu sais. tu penses pas à ça. Tu veux juste ton chip avec de la guacamole, tu Au sais. même titre que quand tu as 30 minutes de route à faire, tu penses pas à ça. Tu penses veux pas à prendre ton ça. auto. Ben oui. Mais c'est dur parce que tu te dis, là maintenant, tout ce que je fais, est-ce que je pense tout à ça, tu sais? Mhm. Comme, OK, mais là, je suis à l'épicerie, mais. Puis tu sais, fun fact, on parlait, il y avait justement le gars maraîcher, Jean-Martin, celui qui a écrit le livre. Je l'ai dans ma bibliothèque. Ben oui, je sais, il est passé, C'est tout le monde en parle. C'est Jean. En plus, mon ami Bref. Ricardo adore ce gars-là. Je l'appelle son kick. Mais il est bon, honnêtement, tu sais. Parce que, bref, tu sais, quand tu regardes en ce moment, si toi, demain matin, là, on se dit, regarde, on mange juste ce qu'il y a au Québec et on n'importe plus de nourriture. Va à l'épicerie pour le fun. Va à l'épicerie pour le fun, puis te dis, j'achète juste ce qui est au Québec. Juste. Hey, tu vas manger des patates longtemps. Parce que tu n'auras plus de salade, tu n'auras plus de légumes quasiment. Céleri, tout ce qui est aux États-Unis, du Mexique, de tout le reste d'Amérique, d'Europe, tu n'auras plus d'oranges, tu n'auras plus de bananes. T'sais, tout ça Les disparaît. clémentines du Maroc. Les clémentines du Maroc dans la caisse de bois. Dans la caisse de bois. Des puis caisses là, de Là, bois. quand tu choisis ta caisse, là, t'en prends d'autres mandarines de d'autres caisses pour faire de plus grosses caisses. Caisse grosse caisse de bois. Parce que avec le bois, man, tu peux faire plein de choses. Bref, tu sais, c'est pas facile. Puis là, tu vas te retrouver à manger des patates 3 jours sur 7 puis du radis 4 jours sur 7, tu sais. Puis il y a personne demain matin que je te hey, à soir, là, les prochaines 2-3 années, tu manges juste des patates puis des radis. Il n'y a pas personne qui va dire oui, tu sais. En même temps, je pense qu'effectivement, c'est là où on peut faire un progrès aussi, tu sais. Essayer de redéfinir sa nourriture, puis savoir ce que tu manges, puis, tu sais, d'essayer de
comme de faire des circuits courts, tu sais. Ah, je vais m'acheter des patates, puis je vais essayer de faire une recette avec ça, tu sais, avec des épices locales, tu sais, on peut réussir à améliorer notre rendement écologique, puis être capable de redécouvrir des recettes locales en faisant des trucs faits d'ici, mais ça a l'air facile, mais ça l'est pas tant que ça. Ça me fait penser à une chaîne YouTube que mes amis m'ont montré, ça s'appelle René Ferron. C'est une chaîne YouTube, allez checker ça. Puis en fait, c'est des archives de la télévision québécoise d'antan. Oh non. 60, 70, 80, 90. Les soirées canadiennes dans une bazar, les soirées Ça canadiennes. ressemblait vraiment à ça. À un moment donné, il y avait un reportage que c'est Radio Cannes, whatever, qui est allé rencontrer des gens qui voulaient pas rentrer dans le 20e siècle. Électricité, non. Moteur, non. Nanana. Puis justement, genre, vous autres, qu'est-ce que vous mangez? Ils leur demandaient, vous, qu'est-ce que vous mangez? La plupart du temps, c'est comme des patates. Des patates. Puis niveau sucré, des bonbons patates. Sinon, c'est tout le temps des patates. Tu sais, puis oui, puis justement, le dernier épisode d'Apéro Cigare, Souffler le chaud et le froid, qu'on a fait la semaine passée, on parlait beaucoup de nationalisme, de repli vers soi. Puis je pense qu'on avait abordé un peu le nationalisme alimentaire aussi, de commencer à plus consommer local, puis ces affaires-là. Puis ça a beaucoup rapport, comme tu viens de dire, à la culture aussi culinaire. Tu sais, mettons, au Québec, il y a beaucoup de... Tu sais, tu récoltes l'été, puis tu fais du canage. Tu sais, faire des pots mason, puis que tu ranges dans ton garde-robe, ces affaires-là. Mais justement, si tu veux juste consommer le local, il faut que tu embarques dans ce carcan de la culture alimentaire d'ici, tu sais, qu'il faut que ce soit du canage, parce que l'été, c'est là que ça pousse. Mais ça se fait, puis il y a moyen de faire des belles recettes, puis de bien manger. Clairement. Je te dis pas le matin, comme tu dis, tu manges rien que des patates, mais je pense qu'il y a moyen de faire un équilibre, justement, puis d'essayer de, au moins, garde, tu sais, je veux faire des gaufres avec de la farine d'ici, avec des bleuets, puis du sirop d'érable, tu sais. Tu sais, on n'a pas une variété aussi énorme de d'autres pays pour faire, justement, des super recettes, puis tu sais, de mixer notre alimentation, mais il y a quand même certaines choses qu'on peut faire, puis je pense que les circuits courts, c'est ça aussi, tu sais, c'est de dire, je vais acheter des patates à l'épicerie pas emballées du Québec, puis je vais faire des petites sauces avec ça, tu sais, au lieu d'acheter des avocats qui viennent de la Colombie, puis qui coûtent hyper cher en eau, puis même, tu regarderas le niveau du fleuve Colorado, puis tout ça vient du fait que c'est des cultures énormément énergivores en eau, qui absorbent l'eau comme une éponge, puis il en reste plus, tu sais. Tu vas voir, la rivière Colorado va avoir le même c'est la rivière Chaudière, tu sais. Hein? Non, mais le même sort que la mer d'Aral en Asie, là. Ça va devenir absolument rien, tu sais. C'est un désastre écologique. Le stress hydrique, c'est quelque chose de réel. La mort des abeilles, c'est quelque chose de réel. Honnêtement, puis fun fact, avant de passer à notre je t'écoute. cigare, il y a des plantes maintenant qui... On n'a aucune idée en ce moment encore de l'utilité puis de tout ce que pourrait jouer le rôle des plantes dans nos vies, puis on les sous-estime, je pense, à plein d'égards. Puis justement, les plantes qui poussent près des centrales énergétiques pourraient en fait détecter la pollution, en fait. Il y a le MIT, le Massachusetts Institute of Technology, qui a découvert en fait des nanotubulures, je ne sais pas comment l'expliquer, mais en fait des différents éléments dans une plante où on pourrait l'analyser puis découvrir en fait la pollution, puis en fait de mesurer la pollution, puis d'être capable de dire bon ben il y a telle chose qui se passe, il y a une usine qui rejette telle chose, tu sais. Donc les plantes en fait jouent un rôle incroyable qu'on n'a aucune idée, puis les abeilles aussi, en fait la biodiversité joue un rôle qu'on pourrait tellement utiliser davantage qu'on n'a aucune idée qu'est-ce qui se passe. Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant, en fait. Faut explorer ça, en fait. Pour faire écho à ce que tu viens de dire, tu parlais du MIT qui là, tu vas fun fact number 2. Ouais, ben justement, il y a une entreprise de... je l'avais noté, maudit, je l'avais noté. Bref, il y a une entreprise d'Angleterre qui, eux, ils travaillent sur ils appellent ça les Moby. Ça va être des robots abeilles qui vont s'occuper de, justement, avec l'extraction des abeilles que l'on vit en ce moment, avec un tiers des abeilles qui meurent chaque année. Ça va être des abeilles robots qui vont faire la pollinisation. Ils vont jouer le rôle des abeilles. Ça m'a fait tellement penser
à l'épisode de Black Mirror, que je sais pas si tu as vu cet épisode-là, où est-ce qu'il y avait justement des mini-abeilles, puis là, quelqu'un a comme hacké les systèmes des abeilles, puis allait comme, bon, c'est morbide, mais ça allait tuer du monde, des affaires comme ça. Je trouve ça intéressant que tu fasses un petit parallèle avec Black Mirror, parce que notre cigare, c'est un peu en fait ça. Ce qu'il faut C'est le temps du cigare! C'est le temps du cigare. C'est le temps du cigare. Let's go. C'est le temps du cigare cette semaine, là, regarde, on a assez parlé de d'abeilles, on a assez donné des leçons au monde, là, c'est le temps de se divertir. Ouais, mais Parler de honnêtement, culture. On y reviendra là-dessus. J'ai plein de fun facts que j'ai pas dit, mais on on y a le reviendra. temps en masse, on est là chaque mercredi à 18h. Si jamais vous dites, hey, quand? Mercredi 18h. Si jamais vous êtes pas là mercredi 18h, c'est sur Facebook. C'est sur YouTube. Puis on va être bientôt sur Spotify. Fait que c'est enregistré, vous l'écoutez quand vous voulez, vous vous divertissez en faisant des patates. Puis quelque chose qui fait beaucoup son bout de chemin, c'est des commentaires. Donc commentez. Oui, écrivez-nous. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord? Est-ce qu'on a l'air à deux niaiseux, deux tatas ou deux personnes qui vous informent un peu? Ben, c'est ça, commentez, déconstruire. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on devrait promouvoir l'économie ou l'écologie? Le cul entre deux chaises, êtes-vous à gauche, êtes-vous à droite? Hey, on a demandé... Je ne suis ni à gauche, ni à droite. Je suis l'oiseau. On a demandé ça à un autochtone, un autochtone américain, je pense. Est-ce que tu es durant la conquête du Far West? De gauche. Es-tu de gauche ou de droite? Puis on lui a dit, je suis ni de la gauche ni de la droite, je suis l'oiseau. Wow. Là-dessus, je te laisse introduire notre cigare. Encore mieux que Macron. Cette semaine, je voulais parler parce que c'est la relâche quand même, faut pas oublier. On l'est un peu. On se relâche un peu. On se relâche un peu. Ouais. Il y a beaucoup de films. En fait, je voulais qu'on parle d'idées de films, de livres. Il faut se relaxer un peu quand même. Qu'est-ce qu'on lit, qu'est-ce qu'on regarde cette semaine pour se relaxer et pour profiter de la relâche quand même qui est un peu différente des autres relâches, on va se le dire. Mais moi, je vais te parler de films qui ont inspiré des mouvements sociaux. Parce que la semaine passée... Hunger Games, on l'a vu à travers les manifestations au Myanmar. Les symboles du film Hunger Games ont été réutilisés par la population pour faire une révolution finalement. Dire démocratie. Puis le signe à trois doigts et l'oiseau du Mockingjay, Aung San Suu Kyi, qui est devenu en fait le Mockingjay, a été réutilisé. Donc un film en fait devient une référence culturelle qui va se transformer au niveau politique comme un symbole pour en fait servir de révolution et dire, se transpose au niveau social et devient un symbole de révolution et de mouvement social. Et sachant que c'est les États-Unis qui produisent tous ces films-là, c'est ce qu'on appelle en fait le concept de soft power américain. Parce que, petit topo de 25 secondes, le hard power, c'est ce qu'on appelle vraiment la puissance dure, sanctions, les guns, tu rentres, t'amènes tes affaires. Puis t'as le soft power, c'est la puissance très insidieuse. Les normes, la culture, la diplomatie, musique, le fait qu'en Birmanie, qui n'est aucunement un pays occidental, qui adopte le trois doigts du film Hunger Games, une production, un blockbuster américain, qu'on pourrait dire. D'ailleurs, je dois te demander cette question-là. C'est quoi le dernier film que tu as vu? C'est un film que j'ai vu ou une série que j'ai vue? Film. Oh my god, je pense que c'est The White Tiger dont on a parlé de 2 semaines. Je suis tellement en poche. Non, pas du tout. Hier soir, j'ai regardé le film documentaire sur la vie de Biggie. Et c'est fait par... Biggie Small. Je ne sais pas, mais c'est un Netflix original, mais je ne sais pas c'est qui le réalisateur ni le producteur. Mais c'est américain, tu penses? C'est américain. Voilà. Ah, voilà. Ok, je voyais ça. Moi, je croyais que tu voulais parler de Biggie Small, mais tu voulais juste me mettre ça dans la face. C'est américain. D'ailleurs, si tu regardes le top 10 des films les plus vus dans le monde, ils sont quasiment tous américains, tu sais. Puis même The White Tiger, qu'on a parlé la semaine passée, que vous devez regarder, c'est fait par un réalisateur américain, si je m'abuse. Oui. D'origine indienne, certes, mais... qui a grandi aux États-Unis. Américaine. Ben oui, voilà, parce que c'est là où il y a les moyens, mais quand même, c'est là où on voit effectivement l'influence du soft power puis de la culture sur des décisions. Mais il y a d'autres films, en fait, que Hunger Games. Il y a aussi le Joker, par exemple. De plus en plus de gens dans les manifestations, maintenant, vont aborder un masque de Joker. Ah ouais! C'est en fait un signe de la révolution. En fait, tu l'as vu, le film Le Joker? Proteste un peu envers ce qui te... Enfin, les inégalités. Il est tout le temps en position de confrontation, le Joker. Voilà. Le Joker, c'est effectivement l'antagoniste
je dirais pas la puissance, mais du système en place. Du système en place. C'est lui qui veut détruire le système. Tu sais. D'ailleurs, tu as vu le Joker. Oui, clairement, avec Joaquin Phoenix. Jinx. Tu peux plus parler. Oh, je déconne. Man! On est en apéro. Vas-y, En fait, on est en cigare, mais Joker. Non, excellent. Je n'ai pas écouté ce film-là. C'est américain encore, mais... Non, c'est le jeu d'acteur est insane. Joaquin Phoenix, chapeau. Il y a aussi Spartacus aussi, Ouais. qui justement cette lutte-là de, comme tu disais tantôt, vers la noblesse romaine. Ça, c'est la noblesse. Ouais, la série Spartacus ou le film Spartacus? Le film. Ok, parce que moi j'ai écouté la série Spartacus de 3-4 C'est saisons. pas la même chose. Ça, il y avait du sang pis des gars musclés. Ben, on s'entend puis que Spartacus, à la base, c'est sûr c'est la même que... histoire. c'est sûr qu'on... C'est la révolte des esclaves et des gladiateurs Oui. et des... Oh oui. On boit pas de l'eau, là. Non, pas du tout. C'est violent. Pas du tout, puis... C'est moi, ben, à chaque cigare, on parle de films révolutionnaires. La semaine passée, on a parlé de Judas... In the Mess. euh, Judas non, and the c'est- Black Mess. Judas and the D'ailleurs, Black qui est Messiah. sorti... Début février, on ouais. est allé le voir, on n'est pas allé le On voir. n'est pas encore allé le voir, mais Mais j'ai on- lu tellement des belles critiques. J'ai Ah pas fait ouais? mon devoir d'aller le T'as voir. pas fait ton devoir, j'ai pas fait mon devoir non plus. Mais les cinémas viennent de rouvrir. Oui, d'ailleurs. Puis le popcorn est pas accessible. Non. J'ai vu un truc pour pouvoir manger du popcorn. C'est quoi? Tu remplis ton masque de popcorn. C'est bon. C'est pas pire, hein? T'arrives juste ici, tu sais, ton masque fait comme 3 Ouais. mètres de large, mais... Mais un autre film qui inspire les révoltes, là, puis on parlait de train tout à l'heure dans nos apéros. Yes. Le Transperce-Neige, qui était un film à la base de Snowpiercer, puis là ils en ont fait une série sur Netflix, le Transperce-Neige. En fond, l'histoire, c'est que c'est dans un monde post-apocalyptique où est-ce qu'il y a dans une ère de glaciation, donc c'est-à-dire que la planète est bien congelée, puis il y a un train qui se doit de faire le tour de la planète à l'infini, je sais pas si tu me suis, Oui. à l'infini pour ne pas congeler, tu sais. Ah, Puis ouais. dans ce train-là, dans les derniers wagons, ben t'as la plèbe, les La gens classe pauvres, plus populaire. la classe de marde, qu'en fait eux ils mangent des galettes de cafard parce que tout à l'heure on parlait d'alimentation du futur ou whatever tout à l'heure, ben plus tard sérieusement toutes ces affaires-là de farine de grillon, farine de cafard, ces affaires-là ça va devenir de plus en plus. Oui, les insectes, c'est effectivement une bonne source de protéines, des Une trucs comme source, Mais bref, c'est toujours moins alléchant que les premiers wagons du Transperce-Neige qui, eux, ben C'est la classe... On parlait de Ah, bourgeoisie il y a tout de à l'heure, l'argent, là. l'embourgeoisement, ben, il y a eu de l'embourgeoisement vers l'avant du train, tu sais, il y a eu de Oh, la gentrification. C'est beau, là, l'avant du Exactement. train, c'est en petite soie. là. Puis, en fait, le Transperce-Neige, c'est toute cette histoire de les derniers wagons qui se révoltent contre les wagons de l'avant, puis tout dans cette ère de post-apocalyptique de glaciation. C'est très intéressant. Ah, Donc, ouais. Judas and the Black Messiah, Transperce-Neige, Hunger Games. Mais vous n'êtes pas obligé de voir des films révolutionnaires non plus, là. Vous pouvez juste Non, vous tu peux relaxer. écouter le BoJack Horseman, qui est un bon vieux cartoon. Oh, oui, ça, il n'y a rien de révolutionnaire, Non, là. pas du tout. Mais c'est quand même très, très bon. C'est quand même très, très drôle. Ouais. Il y a aussi La Casa di Papel. Ouh, Casa de Papel. D'ailleurs, on surestime un peu, honnêtement. Tu trouves? Moi, je pense que... Tu trouves? Non, mais hey, sérieux, on va pas spoil, mais il y a des moments où tu te dis, clairement, là, ça, c'est exagéré. Puis tu sais, le fameux cliffhanger à la fin, là, Ouais. c'est vraiment un film très d'action, là. C'est un film où... Enfin, c'est pas un film, c'est une série. Non, mais une série c'est bien où ficelé. C'est bien ficelé. Moi, j'ai adoré. Tu le manges, tu sais, tu manges la série comme... Ça prend 2 secondes, mais quand tu regardes le fond de la série, c'est pas une série qui... C'est pas la meilleure réalisation de l'histoire. Je suis désolé à Alex Pina, mais on s'entend, là. Pour une réalisation européenne Oui. et espagnole, C'est- c'est pas mal. C'est très... comment je dirais ça, tu sais? On est très dans de la science-action, là. On veut toujours avoir quelque chose de... Chaque épisode, là, tu penses que ça arrive, finalement, ça arrive pas. Mais il n'y a pas de construction de l'histoire. C'est toujours du... Oh, action, action, On t'en action, fout plein la action. gueule à chaque Ah oui, toujours. 30 minutes environ. Ce qui est bon, j'adore. Tu sais, c'est catchy, j'ai trippé. Mais quand tu regardes, Ouais. tu connais pas grand-chose sur les personnages. Mais toute cette atmosphère-là de reprendre, mettons, des référents, par exemple, comme Anonymous, tu sais, le masque qu'ils utilisent dans Casa Casa de de Papel. Papel, il est très, très inspiré d'Anonymous, mais style Salvador Dali ou Voilà. quelque chose comme ça, tu Puis sais. c'est ailleurs ce film-là qui est beaucoup repris.
Puis qui est un symbole finalement, en fait, c'est pas ce film-là, cette série-là, qui est un symbole finalement de lutte contre le pouvoir en place. Tu sais, Ouais. on parlait de Bernie Sanders, Donald Trump, de personnes qui veulent réformer le système. Ben, de voler une banque pour dire je vole pas un voleur parce que le gouvernement, le système est voleur, en quelque En sorte. quelque sorte, ouais. On s'entend que il y a des messages dans Casa de Papel qui est Mm. mis. Est-ce que, tu sais, je veux dire, moi après, c'est pas je suis pas là pour commenter le message ou pas, Mm. parce que moi je suis pas révolutionnaire, mais Bah, tes heures. à tes heures. you know, T'es pas playing with the communiste? fields. Je suis pas comme Mais t'es pas extrémiste. je suis pas extrémiste, je suis très au centre. Moi, je suis un gars assez dans le compromis. Ouais. Mais allez, si jamais vous avez pas vu ça, allez voir ça quand même, Casa de Papel. Ça Non, vaut la peine. Ça vaut la peine, ça vaut le détour. Puis on parlait tout à l'heure de soft power américain, ça fait du bien de voir. Tu le sens que c'est une production européenne, une Oh oui, production oui, oui. italienne. Par exemple, je sais pas si j'ai écouté les Suburra, la Oui. série italienne. Très très Tu bon. sens que c'est une production qui n'est pas de Hollywood. Oui, il y a beaucoup de codes qui sont pareils, là, je veux pas. Là, tu Mais sais. parlant d'une production, ben, c'est un film qui est italien puis qui est absolument incroyable. La Dolce Vita. Ah, ok, la Dolce Vita, ouais, c'est un vieux film. Excuse-moi, la Vita est La Vida es Bella. ben, le film où les camps communistes, les Oui, c'est un camps vieux film. Oui, nazistes. c'est un vieux film. Oui, mais c'est bon. C'est un chef-d'œuvre. C'est un C'est chef-d'œuvre. tellement On nous bon. l'a fait écouter en secondaire 2 ou 3. Ah oui, comme. Puis on a fait. Puis les gens pleuraient. Tout le monde, gars comme fille. T'avais les gars qui étaient comme, oh, je suis un gars, moi je pleurerais pas. Puis là, les filles qui pleuraient. Puis là, c'est comme. Puis il fallait qu'on aille écouter. Il fallait qu'on aille écrire une dissertation juste après. ça. C'est beau comme Mais film. c'est un film magnifique. 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 C'est-tu La Vita est belle ou c'est. Moi, je pense que c'est Dolce Vita La Dolce ou La Vita. Vida es Bella. Mais en tout cas, je sais qu'en français, c'est La vie est belle. Donc La Vita est belle là. La Vita est belle. Mais c'est vraiment ce film-là où effectivement il y a son père et son fils qui sont dans un Exact. camp de concentration Le, nazi. le père, le père père essaie de veut, faire croire au c'est fils un que c'est juste jeu. un jeu, qu'il n'y a rien là. Non. Puis le fait. En tout cas, bref, c'est. C'est ficelé Ah, de façon. wow. Puis Benigni, qui est l'acteur principal Oui. qui C'est un incarne. acteur italien. Oui. Qui est absolument Ouais. talentueux. Il a fait des grands classiques, lui, Il a fait non? des grands Ouais, classiques. parce que c'est vraiment une gueule qui me revient souvent. là. Allez écouter ça. Si vous avez écouté ça, La vie est belle, ben, je pense que vous l'avez déjà écouté, là, mais. Sinon, ben, c'est pas grave, écoutez-le. C'est facilement trouvable. Mais oui, Mais écoutez. on partagera pas le lien streaming parce que nous, On legit. est legit. Allez l'acheter. Soyez fair. Hey! C'est bientôt la fin de Apéro. Construire ou déconstruire? Commentez, on saura qu'est-ce qu'on va dire après. Toi, construire ou déconstruire? Mais ce que j'ai à dire, c'est que c'était On sait quand c'était l'apéro, c'est quand c'était l'apéro, c'est quand... À la semaine prochaine, tout le monde. La prochaine! Salut! That was good.